Scusi, Presidente, il y avait besoin préalablement de faire voter l'urgence pour délibérer et également Très bien. d'autoriser à faire 2 modifications rédactionnelles. Vous êtes allé un peu plus Donc, vite je que notre fais musique, voter excusez-nous. l'urgence et quelques petites modifications à la marche. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, non-participation? Donc, l'urgence est votée et les petites modifications aussi. Merci. Allora, giusto una raccomandazione con De Mauda, perché con Berimo mica stavolta tutto il mondo come l'ugiole a Ucraina. Dunque, quando l'uge, bon, se è l'unanimità, vabbè, ma quando c'è qualche sia contro, fa della zabè, veramente, contro o astensione, perché chi un Berimo mica tutto il mondo. Infatti, i vostri viewer sono divisi in due pagine e dunque è complicato per noi di vedere e capisce i wordi. Ecco, allora, mi giro verso l'esecudio, ditemi chi rapporto volete passare e io ho una presentazione d'un rapporto non Ugari Foref dall'Auda Guidice, non so mica se l'è giunta, aie. Sto qui, Mama Presidente. Allora, vabbè, allora avete la parola, cara consigliere. Vi ringrazio. Donc, un rapport dont vous avez l'habitude maintenant, puisque je l'avais passé également l'an dernier. Depuis janvier 2019, notre collectivité a internalisé les missions du CARIF au REF ainsi que celle du secrétariat permanent du CREFOP. Et aujourd'hui, il est encore proposé à travers cette convention d'identifier les missions qui sont cofinancées pour le CARIF au REF et pour le secrétariat du CREFOP, de définir le plan d'action 2026 ainsi que la gouvernance et de préciser les modalités de participation financière de l'État qui sont fixées à 213 500 €. Je vous remercie. Allora, non questo rapporto una viso favorevole di commissione di l'educazione e una viso favorevole di commissione di finanze. Qual è chi vuole via parola? Nimo. Allora, metto a voto. Qual è chi è contro? Qual è con bodemica? Astensione. E qual è chi vota pro? Tutto il mondo. Allora, ringraziabili Lauda. Allora, c'è adesso una presentazione in cultura e patrimonio di Julien Paolini, normalmente chi la dava. Merci, Madame la Présidente. Salut à tutti.
à mon tour également de féliciter l'ensemble des élus, nouvellement élus, ou ceux qui renouvellent leur mandat en qualité de maire ou de conseillers municipaux suite à ces élections municipales. J'ai vu que le futur maire de Sartène nous a rejoints, donc je le salue également, Paul Félix Benedetti, salude. Euh, Buongiorno a tutti. et donc, je vais en effet vous présenter la conseillère exécutive Anne-Laure Santouche, étant disponible aujourd'hui ce rapport qui traite d'une convention en faveur de la généralisation de l'éducation artistique et culturelle entre la commune de Bastia, la collectivité de Corse, le rectorat et la préfecture. Donc, ça s'inscrit dans le cadre de la politique qui a été menée par la collectivité de Corse en faveur de l'éducation artistique et culturelle. C'est un projet de contractualisation qui est proposé à l'Assemblée de Corse. Donc, comme je le disais, entre la commune de Bastia, le rectorat de l'Académie de Corse et la préfecture, afin de développer l'éducation artistique et culturelle, en visant 100% d'éducation artistique et culturelle pour l'ensemble des jeunes Corses. Donc, vous retrouvez dans le rapport, dans les propos liminaires, l'ensemble des actions qui ont été menées par la collectivité de Corse depuis une dizaine d'années, notamment la feuille de route culture de la collectivité de Corse qui avait été adoptée en 2017, et ainsi que les délibérations du 18 janvier 2025, avec la Convention pour le développement de l'éducation artistique et culturelle qui avait été signée entre la collectivité de Corse, le rectorat et la préfecture de Corse. Donc, une convention pour une durée de 3 ans. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente convention qui associe, au-delà du rectorat, de la préfecture et de la collectivité de Corse, la commune de Bastia pour la mise en œuvre donc, de cette convention initiale du 18 janvier 2025. Donc, à travers cette convention, la collectivité de Corse décline à l'échelle du territoire de Bastia différents engagements qui étaient prévus dans la convention initiale, notamment en matière d'expertise et de conseil dans différents domaines artistiques et culturels, l'accompagnement et le soutien des acteurs culturels pour développer leurs différentes missions, notamment en matière éducative, et mobiliser les dispositifs de soutien de la collectivité de Corse en faveur de l'éducation artistique et culturelle, sous réserve bien sûr des crédits disponibles au budget. Il s'agit aussi de contribuer à la promotion du Pass Culture et enfin de participer au suivi de la convention en lien étroit avec l'ensemble de partenaires. Donc, nous allons proposer d'autoriser le président du conseil exécutif à signer la convention en faveur de la généralisation de l'éducation artistique et culturelle pour une période de 3 ans, 25, 26 et 27. Donc, et vous retrouvez bien sûr en annexe la proposition de convention ainsi que les différentes modalités, l'engagement de l'ensemble des partenaires sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Alors, il y a un rapport de la commission éducation qui a largement débattu sur le sujet et qui s'est soldé ensuite par un avis, je suppose positif, oui, favorable, avec non-participation, dont sauf absence des groupes Corinfront, on attestera d'ailleurs avancé. Donc, voilà, et il y a un avis favorable de la Commission des finances qui souhaite s'exprimer sur cette convention relative à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle entre la commune de Bastia, le rectorat, la collectivité et la préfecture. Personne, donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Vous êtes pour? Bien, merci. Coupez vos micros si vous ne parlez pas parce que nous avons des larcènes. Merci. Concernant maintenant la convention de collaboration entre la collectivité, l'Agence du tourisme, l'Institut d'études appliquées des civilisations des espaces méditerranéens et l'Université de Corse. Donc, monsieur le président de l'AUE, je vous donne la parole. Je retrouve
Je ne l'ai pas, celle-là. Passer à un Dans, autre, si vous le dans souhaitez. dans le volet formation, présidente. Oui. Non, culture et Oui, patrimoine. Culture et C'est patrimoine. le 55. 55, il me semble. Oui, numéro 55. En effet. Je regarde. Regardez ici. Oui, ça y est, je l'ai. Pardon, excusez-moi. Je ne l'avais pas sur la tablette. Donc, il s'agit en effet d'une convention de collaboration entre la collectivité de Corse, l'ATC, l'Institut d'études appliquées des civilisations et des espaces méditerranéens et l'Université de Corse. Donc, une convention quadripartite, comme je viens de l'indiquer, qui est jointe en annexe de ce rapport et qui traduit la volonté commune de l'ensemble des partenaires de mener des travaux de valorisation ayant pour objectif la diffusion des savoirs concernant la Corse et les Corses dans les dynamiques du monde étrusque et de l'espace tyrrhénien. Donc, les découvertes des dernières années sur les sites archéologiques d'Aléria, ainsi que l'étude des collections du musée, permettent d'avoir une meilleure connaissance du monde étrusque sur la façade orientale de la Corse et d'ouvrir une réflexion sur la mer des Étrusques. L'ouverture, par ailleurs, en 2024, de l'exposition Parure féminine étrusque présente pour la première fois les collections d'orfèvrerie étrusque et donne une vision du quotidien des élites de cette antique société. Ainsi, cette convention, son objectif, c'est d'engager des actions concrètes pour développer un parcours étrusque sur plusieurs axes. Premier axe, l'appropriation et la mise en œuvre de l'itinéraire culturel Corsica-Étrusque, à vocation économique, culturelle et éducative, l'accompagnement d'une stratégie territoriale élargie à la Méditerranée occidentale. Le troisième axe concerne la valorisation des sites archéologiques dédiés, existants, physiques ou numériques, et d'événements pour le grand public. Et enfin, le quatrième axe concerne la création de contenus pédagogiques, didactiques et grand public. Cette convention est conclue pour une durée de 3 années et prendra effet dès sa signature, si bien sûr vous délibérez en ce sens. Je vous remercie. Bien, merci. Il y a un rapport avec avis favorable de la commission, alors c'est la commission d'éducation éducation et culture qui avait été saisie. Par contre, moi, je vais me déporter pour le vote parce que je suis membre de l'Assemblée de Corse, mais aussi de l'université, et en particulier dans le champ des sciences humaines et sociales. Voilà, donc je vais demander à Nadine Nivajoni de faire voter. Je sors. Et Romain Colonne a aussi, ne peut pas voter. Présidente. Oui, pareil, Romain Colonne aussi déport. Solamente un voto, udivati di mumpia a parola. Allora, passiamo ao voto. Voto contro, non partecipazione, astensione, voto a favore. All'unanimità. Puede rientrare, mamma Presidente. Allora, ora passiamo all'acqua e al risanamento. Dunque c'è un rapporto 52, non c'è una modificazione di una deliberazione di dicembre scorso, non c'è i prezzi di l'azione di laboratori Cismonte e Pumonte di agricoltura per 2026. Oui, Président, tout à fait. Il s'agit d'actualiser le catalogue des tarifs des prestations des laboratoires Cismont et Poumont de la collectivité de Corse, le laboratoire d'analyse, pour l'année 2026. Ainsi, je vous ai proposé les ajustements suivants. Premièrement, l'ajout de l'analyse ELISA, le cause bovine, au tarif de 7,35 € hors taxe, qui avait été émise de la précédente délibération. Ensuite, deuxième ajustement, l'intégration anticipée de l'analyse ELISA de confirmation brucellose bovine individuelle, également au tarif de 7,35 € hors taxe.
en vue de son extension de portée COFRAC prévue en juin 2026, ceci afin d'éviter une nouvelle délibération et d'assurer la continuité de service, donc par anticipation. Et enfin, dernier point d'ajustement, la revalorisation des tarifs du titrage glucose-fructose, également une méthode accréditée COFRAC, qui est portée à 8 € hors taxe, et du titrage acide malique, également accrédité de COFRAC, qui lui est porté à 7 € hors taxe. Ceci afin de compenser l'augmentation des coûts des quittances climatiques qui sont nécessaires à la réalisation de ces deux titrages. Par ailleurs, à la suite de l'obtention de la certification Calliope et au regard des exigences du référentiel, des formations intra-entreprises ne sont plus proposées. Le tarif horaire donc, de ces formations est fixé à présent indépendamment du nombre de participants, ceci dans un souci de simplification des procédures. Et enfin, dernier point, le vote de cette tarification analytique engage la responsabilité technique et juridique du laboratoire, et les tarifs proposés s'inscrivent dans le strict respect des référentiels d'accréditation, notamment la norme ISO et les exigences du COFRAC qui garantissent la fiabilité, l'impartialité et la conformité réglementaire des analyses réalisées. Voilà pour les principaux points de ce rapport. Je vous remercie. Bien, merci. Donc, il y a un avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Donc, personne ne prend la parole. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Donc, tout le monde est pour. Merci. Nous passons au rapport 60 di Torna Ubrizzu di Lacqua. Oui. Cette fois-ci, pour la commune de Coutsa, le présent rapport il porte sur une demande de la commune pour bénéficier d'une dérogation exceptionnelle pour l'année 2026 afin de lui autoriser la mise en œuvre d'une tarification de l'eau qui ne comporte pas de terme directement proportionnel au volume total consommé. En effet, c'est depuis la loi de 2002, l'Assemblée de Corse qui est compétente pour autoriser, alors seulement à titre exceptionnel et dans des conditions prévues dans un décret, à la demande d'un maire ou d'un président d'intercommunalité, et uniquement si la ressource en eau est abondante sur la commune ou dans l'intercommunalité, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible en comparaison de cette ressource abondante, donc il est possible de mettre en œuvre une tarification qui ne comporte pas de terme directement proportionnel au volume total consommé. Donc c'est dans ce cadre que la commune de Cozzano nous a sollicité pour cette dérogation. Par ailleurs, il y a l'article R 2224-20 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l'autorisation ne peut être accordée que si le nombre d'habitants de la commune est inférieur à 1000 ou que le volume d'eau produit pour les usages à caractère domestique pendant 30 jours consécutifs est au moins égal au triple du volume produit en moyenne mensuelle pendant l'ensemble de l'année de référence. Donc, il y a en effet un delta important entre la ressource et les besoins domestiques de la commune. La commune de Cozzano s'est par ailleurs engagée à préparer une transition progressive pour avoir une facturation au réel et non plus au forfait. Mais pour autant, elle demande pour cette année 2026 une dérogation pour rester au forfait redevance eau. Donc, par ailleurs, il n'est pas souhaitable à ce stade d'accorder une dérogation définitive à la commune, puisqu'elle essaie de s'engager dans une démarche de facturation, je dirais, au volume réel, et donc dans une démarche de sobriété. Par ailleurs, les associations de consommateurs agréés du territoire ont été consultées conformément à l'article L811-1 du Code de la consommation. Et donc, ils avaient 2 mois pour donner un avis. Donc, la consultation a été organisée à l'initiative de la collectivité de Corse. Donc, on voit bien que la demande présentée par la commune, elle remplit toutes les conditions réglementaires. Et donc, il vous est proposé d'émettre un avis favorable et d'autoriser
cette dérogation pour l'année 2026. Vous avez également un tableau qui est présenté dans le rapport où on voit bien les besoins de la population en hiver, en été, ainsi que les ressources de la commune. Et il n'y a pas d'observation de l'avis des associations de consommateurs agréées de la Corse du Sud. Merci. Donc, avis favorable de la CDNAT, avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Personne. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, tout le monde est pour. Merci. Donc, on va passer aux ressources humaines. Il y a une demande de remise gracieuse. Je vais demander à Hyacinthe ou à Nadine de me remplacer parce que je connais la personne qui n'est pas nommée, parce que c'est anonymé, mais quand même, moi, je vais me déporter. Donc, qui prend la relève? Nadine, c'est bon? J'entends pas. Hyacinthe, oui. Hyacinthe, j'ai pas l'impression qu'il soit branché, Hyacinthe. Hein. Oui, je suis là. Ah oui, d'accord, parfait. Donc, merci de prendre la relève sur le rapport suivant, juste pour émettre l'avis de la commission. De toute façon, le conseiller va le présenter. Merci. Très bien. Le conseiller, vous avez la parole. Ah, merci, voilà, vous m'entendez. Oui, donc il s'agit en effet d'une demande de remise gracieuse qui est soumise à votre approbation. Elle concerne un ancien agent qui a quitté la collectivité de Corse à la suite de sa radiation des cadres pour départ à la retraite, hein, en raison d'une invalidité imputable au service. Donc la durée du traitement particulièrement longue de ce type de dossier engendre régulièrement les cadres de l'agent, c'est-à-dire la date de survenance de sa limite d'âge et la date effective du versement rétroactif de la pension. Donc, dans ce cadre, la Caisse nationale des retraites a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter de la survenance de sa limite d'âge, c'est-à-dire au 8 août 2025, et a procédé au paiement à compter du 1er janvier 2026. Dans l'attente, l'intéressé a été maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement jusqu'au paiement effectif de la pension. Donc, dans ce type de situation, la collectivité de Corse est dans l'obligation de radier rétroactivement l'agent à la date à laquelle il a atteint sa limite d'âge, soit le 8 août 2025, et de demander le remboursement des sommes versées dès lors que l'agent a perçu sa pension. Ainsi, la collectivité de Corse se doit de réclamer les traitements perçus pour la période allant du 8 août au 31 décembre 2025, et ça correspond à un montant de 2 316,96 €. En raison des délais de traitement et dans la mesure où l'agent a perçu une pension rétroactive de 4 447,30 €, il est proposé à l'Assemblée de Corse de bien vouloir émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse formulée par cet ancien agent d'un montant de 5 869,66 €. Donc ça, c'est le montant de la demande, hein, sur lequel vous devez délibérer. Donc ça correspond à l'écart entre les salaires perçus durant l'instruction du dossier et le versement rétroactif de la pension de l'agent. Voilà, si vous voulez bien en délibérer. On est terminé avec cette présentation. Il y a des questions? Il n'y en a pas. Donc, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, tout le monde. Aringraziabi. Donc, on peut continuer avec le dossier suivant. En attendant que la présidente revienne, mais vous pouvez attaquer quand même. Je vous présente le rapport 58. Si vous le voulez bien, il s'agit de la modification des lignes directrices de gestion d'avancement et promotion de grade à la collectivité de Corse. Donc, je rappelle qu'en matière d'avancement et de promotion,
de cadre d'emploi, les lignes directrices de gestion sont définies par l'autorité territoriale après avis du comité social territorial et s'appliquent pour permettre la réalisation des opérations d'avancement et de promotion de grade. Donc, ces lignes directrices de gestion, elles visent à définir les critères retenus par chaque collectivité en matière de valeurs professionnelles et des acquis de l'expérience professionnelle des agents promouvables. Elles font l'objet d'un bilan annuel et elles peuvent être amenées à évoluer. Donc, dans ce cadre-là, un groupe de travail composé à la fois des représentants des organisations syndicales et de l'administration s'est réuni afin de travailler sur ce sujet et a abouti à un constat partagé autour de la nécessité de stabiliser les lignes directrices de gestion suite aux améliorations qui avaient déjà été apportées l'an passé et sur lesquelles vous aviez délibéré. Donc, à savoir un système simplifié de prise en compte de l'ancienneté, un maintien du système actuel de cotation des postes avec possibilité de conserver un quota au bénéfice des agents non encadrants, et enfin, une nouvelle procédure d'appréciation de la manière de servir impliquant l'ensemble de la chaîne hiérarchique afin de mieux appréhender le mérite comparable des promouvables. Quelques modifications marginales sont néanmoins apportées au dispositif, donc c'est ce qui vous est proposé dans ce rapport. Il s'agit notamment de modifier l'année d'évaluation qui sera maintenant l'année N-1 afin d'avoir une concordance avec la campagne d'évaluation professionnelle. Autre modification, la temporalité qui sera identique avec celle de l'examen du dispositif bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, sous réserve bien sûr des possibilités techniques. Et enfin, la création d'un niveau distinct de celui des directeurs pour les agents relevant du niveau d'encadrement supérieur, c'est-à-dire les DGA, les adjoints au DGA ou encore les secrétaires généraux des instances et les délégués. Donc, le présent rapport a fait l'objet d'un avis du comité social territorial en date du 4 mars 2026 et donc je vous ai posé en commission permanente délibérante pour information. Bien, merci. Donc, il y a, même si c'est une prise d'acte, il y a un rapport, non, des avis, pardon, pour chacun des deux rapports de la Commission des finances et de la fiscalité, deux avis qui sont favorables. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'interrogation, pas de remarques, donc je vous demande de prendre acte. Merci. Donc, on est bien d'accord pour le 58 et le 59. Hein? Merci. Donc, rapport suivant, s'il vous plaît. Le 59, Madame la Présidente. Si vous voulez, enfin moi j'avais déjà passé le 59, mais si vous voulez le présenter, oui, bien sûr. Non, je ne l'ai pas encore présenté. Donc, il s'agit également d'un rapport qui concerne les lignes directrices de gestion en matière d'avancement et de promotion interne, mais cette fois-ci pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et des travailleurs handicapés pour l'année 2026 à la collectivité de Corse. Donc, la collectivité de Corse s'est engagée depuis sa création dans une démarche active d'accompagnement et de maintien dans l'emploi des agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi par le biais d'un conventionnement avec le FIP-HFP en date du 14 janvier 2019. Un service spécifique dédié à l'accompagnement de ces publics a été créé au sein de la direction parcours professionnel. En 2021, la collectivité de Corse a expérimenté un dispositif prévu à l'article 93 de la loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique et qui avait été détaillé ensuite par un décret du 13 mai 2020, fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou un cadre d'emploi de niveau supérieur ou de catégorie supérieure en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap. Donc, il s'agit notamment de permettre aux fonctionnaires handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'accéder à un cadre d'emploi supérieur.
Par principe, l'accès à un cadre d'emploi, je le rappelle, hein, s'effectue par concours ou par promotion interne selon des règles statutaires particulières prévues par décret. Le dispositif expérimental évoqué, que je viens d'évoquer, prévoit une alternative nouvelle pour l'accès à un cadre d'emploi supérieur au terme d'une procédure spécifique. Donc, le premier point de ce rapport, c'est la détermination des types et du nombre d'emplois pouvant être ouverts au détachement. Il est proposé de fixer pour l'année 2026, donc c'est la dernière année de l'expérimentation, hein, un nombre de postes à 40. Je rappelle qu'en 2021 et 2022, il avait été fixé à 8 postes et en 2023, 2024 et 2025 à 10 postes. En effet, hein, la collectivité de Corse souhaite pourvoir les postes correspondant à des besoins identifiés dans le cadre de la réorganisation des services et d'accorder une place plus importante aux agents souhaitant évoluer en interne. Il est important de préciser aussi, hein, que l'ensemble de ces postes n'aura pas obligatoirement vocation à être pourvus, hein. L'idée étant de se donner la possibilité de pouvoir étudier un maximum de profils et de finaliser les recrutements correspondants à la fois des besoins identifiés au parcours de montée en compétences de certains agents. La répartition de ces postes par cadre d'emploi vous sera proposée dans un rapport ultérieur, hein, après une analyse des volumes et des besoins restants, une fois les promotions 2024 et 2025 effectives. Donc, les postes seront créés selon la répartition des volumes présents dans chaque filière et leur nombre est redéfini chaque année en fonction des besoins de la collectivité de Corse et du nombre d'agents remplissant les conditions statutaires permettant ces promotions. Et bien sûr, ces créations seront réalisées sous réserve du recueil des besoins et de la présence dans les grades d'origine d'un nombre suffisant d'agents répondant aux critères statutaires d'accès pour permettre de choisir les meilleurs profils parmi plusieurs candidats. Le deuxième point du rapport concerne la création des postes en assemblée. Donc, une délibération de l'Assemblée de Corse viendra ensuite créer l'ensemble des postes nécessaires à ces opérations de promotion, au même titre que l'ensemble des postes ouverts au recrutement au sein de la collectivité de Corse. Troisième point, comme chaque année, une communication informant les agents de la poursuite du dispositif expérimental sera réalisée et les agents remplissant les conditions d'éligibilité seront invités à se faire connaître auprès du service concerné. Et une fois la phase de recensement des bénéficiaires clôturée, cette liste sera analysée afin de cibler les bénéficiaires remplissant les conditions d'éligibilité à cette voie de promotion expérimentale. Les agents remplissant les conditions seront destinataires d'un formulaire de consentement à figurer sur la liste des promouvables au titre du décret du 13 mai 2020. Quatrième point du rapport, il sera ensuite proposé d'examiner d'une part les candidatures des agents qui exercent déjà des fonctions relevant d'une catégorie supérieure, mais aussi d'identifier les besoins urgents pouvant être ouverts à la mobilité interne aux agents. Donc, un double recensement est envisagé. Donc, double recensement, c'est-à-dire, premièrement, un ciblage des agents exerçant déjà des fonctions pouvant relever d'une catégorie supérieure, reconnaissance des fonctions déjà exercées, avec plusieurs phases, hein, qui vous auront détaillé dans le rapport, donc 3 phases. Et donc, deuxième niveau de recensement, le ciblage des postes correspondant à des besoins nouveaux non pourvus en interne ou en externe. Donc, un travail sera fait par chaque DGA afin de permettre à un maximum d'agents de pouvoir bénéficier du dispositif. Et enfin, cinquième point, l'ouverture des postes. L'ensemble des postes fera l'objet d'une déclaration de vacances auprès du centre de gestion pour une publicité légale d'1 mois, ainsi que d'un avis d'appel à candidature aux emplois correspondants, qui sera publié sur le site internet de la collectivité de Corse. Donc, il voulait également préciser de quoi sera composé le dossier de candidature des candidats. Et enfin, une procédure de sélection en plusieurs étapes, hein, pour le recrutement. Donc, 2 phases, hein, une phase d'admissible à l'entretien devant le jury. Et enfin, une phase de classement entre les candidats admissibles, donc à la première phase, au regard de leur prestation orale devant le jury.
Donc, procédure de sélection en plusieurs étapes, en 3 étapes, qui vous est également détaillée dans le rapport, dont je ne vous fais pas un exposé complet. Vous avez notamment un classement qui est proposé avec un barème défini en 20 points, avec par exemple le parcours professionnel, la motivation, les diplômes et les qualifications détenues, etc., etc., les compétences clés. Donc, les différentes étapes, je passe vite. Donc, je termine en vous disant que ce rapport a fait l'objet d'un avis du Conseil social territorial en date du 4 mars 2026 et que vous est présenté à titre d'information. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Merci. Il y a un avis favorable. Il y a un avis favorable de la Commission des finances, oui. Et oui, c'est une prise d'acte, mais parce que tout à l'heure, je l'ai dit par anticipation. Donc voilà, c'est une prise d'acte. Merci. Donc le tableau des effectifs, enfin la modification du tableau des effectifs, c'est le rapport 61. Oui, alors le rapport 61, il s'agit en effet de la modification du tableau des effectifs afin de l'adapter à l'évolution des besoins en vue d'opérations de recrutement ou de gestion des effectifs de la collectivité de Corse. Donc, premier point, la création des emplois saisonniers. Donc, comme chaque année, hein, afin de garantir la continuité des services publics en période estivale, il convient de créer des emplois nécessaires au recrutement saisonnier pour l'année 2026. Comme pour l'année précédente, le recours à ces emplois est limité au renfort dans des secteurs enregistrant un pic d'activité pendant l'été, au sein de dispositifs opérationnels. Donc, il s'agit notamment des missions de lutte contre les feux de forêt, bien entendu, des missions techniques liées aux analyses effectuées par les laboratoires, notamment les analyses de l'eau, la démoustication, les missions sociales, les missions culturelles au sein des musées, ou encore les missions liées à l'environnement, à la valorisation des sites naturels, ou les missions permettant d'assurer la continuité du service public. Je rappelle qu'en 2025, 450 mensualités avaient été créées afin de répondre aux besoins qui avaient été recensés durant la saison estivale, tout en veillant bien sûr à maîtriser les dépenses de fonctionnement de notre collectivité. Le nombre de mensualités, il vous est proposé de créer le même nombre de mensualités pour la saison 2026, donc à savoir 450 mensualités pour l'année 2026. Et bien sûr, les crédits nécessaires à ces recrutements saisonniers seront imputés au programme correspondant du budget de notre collectivité. Le deuxième point de ce rapport vise à répondre aux besoins non permanents à caractère urgent. Donc là, il s'agit de créer des postes non permanents qui relèvent d'un surcroît d'activités ponctuelles, afin notamment de répondre à des urgences. Hein. Donc il s'agit de créer des postes non permanents de 2 attachés territoriaux, de 2 rédacteurs territoriaux, de 2 techniciens territoriaux et d'un ingénieur territorial. L'autre point concerne la réaffectation d'agents en situation d'inaptitude ou bénéficiant d'un accompagnement spécifique. Donc, dans le cadre de mouvements internes et devant permettre la réaffectation d'agents en situation d'inaptitude ou bénéficiant d'un accompagnement spécifique, il convient de créer 10 postes à la trajectoire interne, qui vous ont détaillé, hein, donc 3 postes qui relèvent du cadre d'emploi des agents administratifs, 3 postes qui relèvent du cadre d'emploi des adjoints techniques, un poste qui relève du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, un poste pour les cadres d'emploi des techniciens territoriaux, un poste pour les attachés territoriaux et enfin un poste relevant du cadre des emplois des ingénieurs territoriaux. En ce qui concerne la direction Lingua Corsa, il vous est proposé la création de postes d'encadrement, notamment dans le cadre de la réorganisation de cette direction. Il s'agit d'un poste au service formation-enseignement, un poste de chef de bureau coordination administrative et financière, un poste de chef de bureau coordination des actions de communication, de valorisation et d'évaluation, et un poste de chef de mission déploiement interne.
Et enfin, toujours dans cette direction Lingua ça, la création de postes hors encadrement, un poste d'assistante de direction, et au sein de la trajectoire externe, un poste de chargé de développement, immersion et suivi des communes et associations, un poste de chargé d'opération, coordination, suivi partenariat stratégique, et un poste de chargé de la mise en place et du développement d'actions de diffusion et d'animation de la langue. En ce qui concerne la direction de l'exploitation routière, il convient de créer des postes pour répondre à des besoins urgents également, à la trajectoire interne, notamment dans l'équipe du secteur Aurès, Alijani, 2 postes de travail d'agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux, et au sein de l'équipe de Corti, un poste de travail d'agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux. Toujours dans cette direction d'exploitation forestière, au titre de la trajectoire externe, il s'agit de créer au sein de la direction des achats, des moyens de l'immobilier, un poste de gestionnaire foncier. Et enfin, en ce qui concerne les opérations de gestion courante, il s'agit ici des agents lauréats de concours, procéder à leur nomination sur des besoins existants au sein de la collectivité de Corse dans leur nouveau cadre d'emploi. Il vous est proposé de créer 15 postes relevant du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. Il est important de préciser que les cadres d'emploi occupés par les agents jusqu'alors seront supprimés du tableau des effectifs après leur titularisation effective, bien entendu. Et enfin, en ce qui concerne des corrections et des ajustements du référentiel en organisation, afin d'adapter les effectifs de la collectivité de Corse aux nouveaux besoins identifiés dans le cadre de l'évolution des missions concernées, il est proposé d'apporter la modification suivante au tableau des effectifs. Au sein de la mission Grand Projet, stratégie foncière, lutte contre la spéculation foncière et urbanisme, il y avait un poste de responsable de mission Grand Projet, stratégie foncière, lutte contre la spéculation et urbanisme, qui avait initialement mentionné comme ouvert uniquement au cadre d'emploi des attachés territoriaux. Et il devait en réalité être également ouvert aux ingénieurs territoriaux, donc d'ouvrir ce poste, non pas seulement aux attachés, mais également aux ingénieurs territoriaux. Il vous est donc proposé d'élargir son cadre d'emploi sur ce poste mission Grand Projet. Enfin, des postes devenus vacants sont à supprimer. Il s'agit de supprimer notamment un poste de chargé de projet essaimage qui relève du cadre d'emploi des attachés territoriaux, et un poste de directeur adjoint Lingua qui relève du cadre d'emploi des attachés territoriaux. Voilà, Madame la Présidente, les principaux éléments qui concernent ce rapport, si vous voulez bien en délibérer. Merci, Monsieur le conseiller. Donc, il y a un avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer sur ces modifications? Non, personne. Bien, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Non-participation, Présidente. Ok, alors non-participation de Paul Félix, non-participation de Chantal. Non-participation, Présidente. C'est qui parle? Jean. Ah, Saveri, je n'avais pas vu que Saveri est arrivé entre-temps. Bien, donc 3 non-participations avec, s'il y a des procus correspondantes. Je suppose, Chantal, hein, tu as la procuration de Jean-Martin. Oui, c'est ça, Madame la Présidente. Bien, donc la modification est adoptée à la majorité. Nous passons au rapport 62 sur la disposition de contre-remboursement. Oui, c'était une mise à disposition contre remboursement de personnel de la collectivité de Corse auprès du comité des œuvres sociales de la collectivité de Corse, donc le COS. Donc le dispositif d'action sociale a été mis en œuvre au sein de la collectivité de Corse. Le COS, il gère les activités de loisirs culturels et sportifs, et il s'agit, dans le cadre de ce rapport, de pouvoir permettre la mise à disposition contre remboursement pour une durée de 3 ans
à compter du 1er avril 2026. Donc, vous avez un projet de convention qui est annexé, hein, et qui précise les modalités de cette mise à disposition contre remboursement. Donc, c'est un agent fonctionnaire de catégorie A, donc, qui est mis à disposition du COS contre remboursement. Donc, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le président du conseil exécutif à signer cette convention et l'ensemble des actes à intervenir dans ce cadre. Merci. Donc, sur cette mise à disposition, il y a un avis favorable de la Commission des finances. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer? Non, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Merci. Concernant le rapport 56, si vous en êtes d'accord, sur la convention avec la centrale d'achat du numérique et des télécoms. Oui, tout à fait. D'accord. Je prends. Donc, il s'agit d'une convention avec la centrale d'achat du numérique et des télécoms, donc la CANUT. En 2025, le numérique, bien sûr, c'est un enjeu stratégique, hein, vous le savez, pour moderniser les services publics. Il y a eu une feuille de route qui a été adoptée pour la période 2023-2028, hein, en lien notamment avec le schéma de programmation des achats socialement et économiquement responsables, le SPASER, et les objectifs du Corsican Business Act. Tout ça, vous vous en souvenez. Afin d'améliorer, en ce qui concerne le numérique, hein, la stratégie d'achat et répondre à certains besoins très spécifiques, il vous est proposé de conventionner avec la CANUT. La CANUT a été créée en novembre 2023 par plusieurs conseils départementaux pour satisfaire les besoins numériques, et elle dispose de la qualité de centrale d'achat publique, ce qui lui garantit une sécurisation juridique des procédures d'achat, hein, notamment en ce qui concerne les achats numériques et télécoms, bien entendu. Elle compte 1000 adhérents, 2500 bénéficiaires et a pour clients, en quelque sorte, hein, 75% des départements et 12 régions sur 16, donc un panel très large, hein, de départements et de régions. Et cette souscription, elle permet de bénéficier d'accords cadres, d'un catalogue de 300 solutions logicielles, de respecter le code de la commande publique, d'avoir des conditions d'achat préférentielles et des délais très rapides. Et le conventionnement est gratuit sans engagement de commande obligatoire. Une fois que la convention de mise à disposition est signée, la collectivité de Corse pourra accéder directement aux accords cadres et interagir avec les titulaires pour l'exécution des commandes, la gestion des prestations et le suivi administratif. Donc, il y a une marge contractuelle de 6,5% qui sera appliquée sur les devis des titulaires. Donc, je précise, hein, quand même que le recours à cette centrale d'achat publique s'inscrit en cohérence avec les objectifs du Corsican Business Act. Cette centrale d'achat présente plusieurs avantages, hein, que je vais déjà évoquer. Et la collectivité de Corse, elle continuera bien sûr à veiller pour chaque besoin, évaluer systématiquement les opportunités d'achat local en conformité avec les engagements qu'on a pris à ce sujet à plusieurs reprises et dont on a déjà débattu. Toujours dans le respect, bien sûr, des règles de la commande publique. Donc, bien sûr, hein, les références proposées dans le catalogue de la CANUT permettent à la collectivité de Corse de s'affranchir de toute procédure de mise en concurrence. Mais lorsque le tissu local permet de répondre aux besoins exprimés et aux contraintes techniques, la mise en concurrence par voie d'appel d'offres demeure la règle, donc c'est important de le rappeler également. Donc, il vous est proposé dans ce rapport d'approuver la convention de mise à disposition de l'accord cadre pour la distribution de logiciels multi-éditeurs et de prestations de services associés, et cela jusqu'en mars 2028. Je vous remercie. Donc, merci. Donc, pour cette convention avec la CANUT, il y a un avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Romain Colonne. Oui, Madame la Présidente, simplement pour vous signaler que je me déporte sur ce vote en ma qualité de président de la CITEC pour qu'il n'y ait pas aucune interférence. Bien, c'est noté. D'autres remarques?
Non. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Fermez vos micros, s'il vous plaît. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Adopté. Rapport suivant, convention de contrôle allégé des dépenses en partenariat entre la collectivité de Corse, qui est ordonnateur, et le comptable public. Donc c'est le 54. Le micro. Pardon, hein, je vais couper mon micro. Excusez-moi. Donc, je reprends. Il s'agit donc d'une convention de contrôle allégé de dépenses en partenariat, hein, ce qu'on appelle sous l'acronyme CAP, entre la collectivité de Corse, qui est l'ordonnateur, et le comptable public. Donc, un dispositif de convention qui a été prévu par le Code général des collectivités territoriales, notamment dans les arrêtés du 11 mai 2011 et du 6 janvier 2014, qui fixe les modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, le contrôle allégé des dépenses, donc le CAP, permet notamment d'assurer à travers une méthodologie co-construite, donc une méthodologie de diagnostic, d'audit interne, donc différentes méthodes, afin de s'assurer que les risques relatifs au paiement des dépenses publiques et à la régularité des documents comptables sont maîtrisés. Donc, toujours dans cette logique de déconcentration de la gestion financière vers les directions opérationnelles, de sécurisation et de fiabilisation des pratiques comptables internes, ce dispositif permet d'agir pour améliorer la qualité des dispositifs existants, en rationalisant les moyens nécessaires à l'exécution des dépenses, réduisant de manière notable le contrôle a priori ainsi que les délais de paiement fournisseurs. Donc, ça, ce dispositif se fonde sur la connaissance par le comptable public de l'existence et de la qualité des contrôles au sein des services ordonnateurs. Donc, il s'agit de ne plus avoir à intervenir dans une logique de sanction des erreurs, mais plutôt de prévention des risques. Et il suppose bien sûr une parfaite traçabilité des contrôles existants. Donc l'ordonnateur, ici la collectivité de Corse, est représenté par les directions financières et le comptable public n'agit plus en aval du processus, comme c'est le cas habituellement, pour identifier les irrégularités potentielles, mais il se positionne en amont de la procédure pour fiabiliser le dispositif de contrôle interne et agir ainsi sur les causes du risque. Ensuite, un contrôle a posteriori effectué par le comptable public permet de s'assurer de la pérennité, de la qualité de la procédure d'ordonnancement. Donc, c'est une collaboration entre les deux parties qui est mise en place, à savoir la mission d'audit représentée par le payeur régional et validée par la Direction générale des finances publiques en date du 1er février 2026 et la collectivité de Corse, donc avec des engagements réciproques qui vous sont présentés dans la convention et une liste d'actions qui sera mise en œuvre. Donc, bien sûr, l'ensemble des directions adjointes de la collectivité de Corse y ont été associés, les moyens généraux, la commande publique, etc. Donc, il vous est proposé, pour mettre en place ce procédé, de valider la mise en place du dispositif donc, de contrôle allégé des dépenses entre l'ordonnateur, donc la collectivité de Corse et le comptable public, d'approuver la convention 4 correspondante et l'ensemble des modalités de mise en œuvre du dispositif, et enfin d'autoriser le président à signer la convention et tous les actes qui en découlent. Je vous remercie. Merci. Il y a là-dessus un avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient,
qui ne participe pas, qui est pour. Tout le monde est pour. Nous passons à l'avant-dernier rapport, le 49 sur la modification des statuts de l'EPCIC. Vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Donc en effet, le rapport 49, lui traite de la modification des statuts de l'établissement public de commerce et de l'industrie de Corse, qui se réunira d'ailleurs demain. Donc le présent rapport, il s'inscrit bien sûr dans la continuité et en cohérence avec les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée de Corse et les votes de l'Assemblée de Corse relatifs à l'évolution statutaire des chambres de commerce et d'industrie, des ports et aéroports de Corse, et notamment les différentes délibérations qui sont intervenues entre le 28 janvier 2022 sur le rapport d'information sur le transfert de la tutelle de la Chambre de commerce et d'industrie vers la collectivité de Corse, jusqu'à la dernière délibération en date du 27 novembre 2025 qui approuvait les statuts de l'établissement public de commerce et de l'industrie de Corse. Donc, vous avez dans le rapport l'ensemble des délibérations, l'historique de l'ensemble des délibérations sur ce sujet qui nous a beaucoup occupé durant l'année 2025. Donc, je rappelle aussi que lors du rapport justement de novembre 2025 qui a approuvé les statuts, il y avait eu déjà l'approbation de la loi du 15 juillet 2025 qui portait sur la création justement de l'établissement public de commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse. Donc, avec une création des établissements publics au 1er janvier 2026. Donc, cette loi de juillet 2025 avait fixé les principales règles constitutives de cet établissement public, mais ces règles-là, qui étaient précisées dans la loi, devaient être affinées dans un décret et un arrêté, ainsi que par les statuts de l'établissement public. L'État, toutefois, a tardé à adopter les décrets et l'arrêté qui devaient découler de cette loi de juillet 2025, puisque ce décret et cet arrêté ne sont intervenus que le 19 décembre 2025. Notre collectivité a donc été contrainte d'adopter des statuts pour l'établissement public en amont de la parution du décret de l'arrêté. Puisque c'était la délibération du 27 novembre 2025, et donc que le décret et l'arrêté est intervenu en décembre. Donc, on n'avait pas de version définitive du décret et de l'arrêté pour le PCI de Corse. Et donc, pour permettre le bon fonctionnement de l'établissement, il est indispensable que l'on fasse correspondre les statuts qui avaient été adoptés en novembre 2025 avec le décret et l'arrêté de décembre 2025. Alors, il vous est proposé pour cela différentes modifications. On s'était appuyé pour les statuts de novembre 2025, je le rappelle, sur un projet de décret, mais qui avait été transmis à la collectivité de Corse par l'État avant la saisine du Conseil d'État. Depuis lors, depuis cette version initiale, un certain nombre de modifications ont été prises dans ce décret et cet arrêté. Et donc, il convient de faire évoluer les statuts en prenant en compte les modifications qui sont intervenues sur la version projet dont on avait été destinataire pour adopter les statuts de novembre. Donc, les modifications. Plusieurs modifications qui vous sont détaillées dans le rapport. Je les précise quand même, c'est important. Les articles, tout d'abord, 5-1-1-1 et 5-1-1-2 qui traitent de la composition du conseil d'administration de l'établissement public. Ces deux articles doivent être complétés afin de préciser, sans aucune ambiguïté, parce qu'il pouvait avoir sur la rédaction initiale une forme d'ambiguïté,
Donc, préciser que les 5 représentants du Conseil exécutif de Corse au sein de l'établissement public sont désignés par un arrêté du président du Conseil exécutif et qui sont délibérés au sein du Conseil exécutif. Et de la même manière, cette précision doit être apportée aux articles 5.2.2.1, désolé, hein, 5.2.2.3 et 5.2.3.1, qui est relatif aux modalités de remplacement des membres du conseil d'administration d'établissement public. Donc, une désignation par arrêté du conseil exécutif des membres du conseil exécutif qui siègent au sein du conseil d'administration d'établissement public. Je suis sûr que tout le monde me suit. Deuxième modification, les articles qui prévoyaient l'obligation pour les membres du conseil d'administration d'effectuer une déclaration d'intérêt dans le mois qui suit leur désignation. Ces articles-là, hein, donc sur l'obligation de déclaration d'intérêt, est également modifié dans la mesure où le décret ne prévoit plus l'obligation de procéder au dépôt d'une telle déclaration. Donc, c'était dans la version initiale du décret. Elle a été supprimée dans le décret définitif. Et donc, on doit supprimer la référence à cette déclaration d'intérêt. Ensuite, il y avait un article qui prévoyait que les membres associés étaient désignés par le conseil d'administration sur proposition du bureau lors du renouvellement général, mais sur proposition du président après avis du bureau lors d'un renouvellement en cours de mandat. Donc, il vous est proposé de retenir la même procédure de désignation en prévoyant que les membres associés autres que les représentants du personnel sont toujours désignés par le conseil d'administration sur proposition du bureau. Et il est également proposé de compléter un article pour rappeler que le nombre de représentants du personnel et les autres membres associés au conseil d'administration ayant une voix consultative ne peut pas excéder le nombre de représentants des professionnels. Ensuite, on a un article qui doit être également modifié dans les statuts initiales de novembre afin de supprimer la possibilité pour l'établissement public de verser une indemnité à son président. Donc, c'était une possibilité qui avait été envisagée dans le cadre des statuts de novembre, mais le décret de décembre est venu préciser que l'indemnité prévue à l'article R 712-1 du Code de commerce ne peut être versée qu'aux représentants des professionnels du membre du bureau. Dès lors, il n'y a pas de disposition légale ou réglementaire permettant l'octroi par l'établissement public d'une indemnité à son président, qui n'est pas représentant des professionnels, puisque c'est le président du conseil exécutif, et donc il y a une émanation de la collectivité de Corse. Il n'est donc plus possible de prévoir le versement d'une indemnité à son président. Il convient quand même de préciser que le Code général des collectivités territoriales permet au président de l'établissement public de bénéficier d'une majoration de son indemnité de mandat, donc de mandat électif, hein, qui sera versée par la collectivité de Corse en raison de fonctions assurées au sein de cet établissement. Donc c'est une possibilité. Enfin, il y a plusieurs articles des statuts qui sont relatifs aux délégations qui doivent être modifiés dans la mesure où un article du Code général des collectivités territoriales a prévu que le conseil d'administration ne peut déléguer ses attributions qu'au seul bureau, qui pourra ensuite subdéléguer de telles attributions au président, au trésorier, au directeur général et aux agents de l'établissement public. Donc, il est nécessaire de modifier un certain nombre d'articles dans la mesure où le président ne peut plus disposer d'une délégation qui lui serait directement attribuée par le conseil d'administration, à l'instar du trésorier, du directeur général, des agents de l'établissement public. Le président ne pourra bénéficier que de subdélégation du bureau et pas directement du conseil d'administration. Enfin, non pas enfin, parce qu'il faut également créer un nouvel article qui prévoit la possibilité pour le bureau d'accorder des délégations de signature au président, au trésorier, au directeur général, aux agents d'établissement public, de modifier un article afin de prévoir que le président ne peut bénéficier d'une délégation que de la part du bureau, donc. Et enfin, de modifier un article pour limiter le champ des délégations que le président peut accorder aux seules attributions relevant de ses pouvoirs propres. Donc, le président ne pouvant déléguer que des pouvoirs qui lui appartiennent. Un article également doit être modifié afin de se conformer avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que les décisions sont prises non pas à la majorité absolue, c'est important aussi, hein, les décisions ne sont pas prises à la majorité absolue des suffrages exprimés,
comme prévu initialement dans les statuts, mais à la majorité des membres présents représentés. Un article doit être également modifié afin de se conformer aux dispositions du décret 2 décembre 2025 qui n'impose pas de règles de quorum et qui prévoit donc que les décisions sont prises à la majorité des membres présents représentés. Donc, il faut supprimer la condition de quorum particulière qui est actuellement prévue au statut du conseil d'administration. Bien, merci pour cette présentation in extenso. Oui, encore, je n'ai pas terminé, Présidente, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Vous trouverez l'ensemble des autres précisions dans le rapport qui vous est... Je ne vais pas vous lire le rapport de la commission. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas relire le rapport de la commission des finances. Vous dire simplement qu'il y a un avis favorable avec non-participation dont Sophio et du groupe, absence du groupe Avancem et Corinne Front aussi, non-participation. Il y a un avis favorable de la CDNAT, voilà, qui souhaite s'exprimer sur ces modifications. Est-ce qu'il y a des interrogations? Moi, s'il vous plaît, Madame la Présidente. Oui, je vous en prie, Chantal. Chantal, oui. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le conseiller exécutif, je vous ai suivi. Hein, vous pensiez qu'on aurait du mal, mais je vous ai écouté attentivement et suivi. J'avais préparé une question, mais globalement, vous écoutant, vous y avez répondu. Puisque concernant cette modification des statuts qui fait suite au décret, vous nous l'avez expliqué, le décret qui est arrivé après notre vote, il y a un point que je voulais éclaircir pour mieux comprendre. On supprime dans ces nouveaux statuts la possibilité de verser une indemnité au président, puisque ce décret précise que les indemnités ne sont possibles qu'aux représentants des professionnels. Et le président peut prétendre, donc il y a une possibilité, c'est de ça dont je voulais vous parler. Oui. Le président peut prétendre à une majoration de son indemnité de mandat qui serait versée par la collectivité pour le travail qui sera fourni, car forcément, il y a quand même un travail fourni dans cet établissement public pour la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà, je voulais avoir une précision. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que ça va être fait? Alors, voilà quelle était ma question. Merci. C'est en effet une possibilité qui est offerte par le Code général des collectivités territoriales qui prévoit que pour le président d'un établissement public, hein, comme celui-ci, on peut majorer l'indemnité d'élu du président ou du membre du conseil exécutif, parce que je ne sais pas s'il y a un membre du conseil exécutif d'ailleurs qui peut présider l'établissement public, comme c'est le cas pour les agences et offices, mais en tout cas, le futur président pourra voir son indemnité d'élu être majorée s'il le souhaite, bien entendu. Hein. Et bien sûr, ça fera l'objet aussi d'un rapport à l'Assemblée de Corse, comme c'est le cas pour l'ensemble des indemnités, que ce soit pour celles des conseillers exécutifs ou pour celles et au sein du bien sûr de l'établissement public, hein, ou ceux des conseillers territoriaux. Je ne peux pas vous dire si le futur président de l'établissement public souhaitera ou pas activer cette disposition du Code général des collectivités territoriales, ou en tout cas demandera qu'elle soit activée. On reviendra vers vous à ce sujet. C'est une possibilité, mais en effet, hein, ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'il y a l'impossibilité de verser une indemnité pour le président, puisqu'il émane de notre collectivité de Corse, de la collectivité de Corse, mais il n'est pas dans le corps des professionnels, qui sont les seuls habilités à recevoir des indemnités. Donc ça, c'est un peu les particularités de ce statut et qu'on n'avait pas anticipé dans les statuts initiaux avant l'apparition du décret. D'accord, je vous remercie. Bien, d'autres interrogations? Non. Donc, je mets au vote ces modifications de statut. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Président. Non-participation, Président. Donc, non-participation de qui? Saverio Lugiani, Paul Félix. Non, participation.
Alors, je recommence. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui ne participe pas? Donnez vos noms. Avanziamo, Luciano. Saïr ne participe pas. Qui est pour tous les autres? On est d'accord? Oui. Bien, merci. Alors, dernier rapport. Il y a une urgence, hein. Il faut voter l'urgence parce que nous avons été saisis tardivement. Tous ces débats-là sont en cours actuellement au niveau étatique. Donc, c'est l'avis relatif aux articles 32 et 33 du projet de loi qui porte simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Donc, je vous demande de voter l'urgence. Qui est contre l'urgence? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc, tout le monde est d'accord pour traiter ce dossier. Monsieur le conseiller exécutif, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. En effet, hein, vous l'avez dit, on a été saisi tardivement de cet avis relatif aux articles 32 et 33 d'un projet de loi qui porte simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, donc qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, j'imagine. Sur ces articles 32 et 33, tout d'abord, je vais commencer par l'article 33, si vous voulez bien, Madame la Présidente, je ne vais pas les prendre dans l'ordre. L'article 33, il vise à faciliter l'implantation de stations de transfert d'énergie de pompage, donc les STEP. Alors, les STEP, il ne s'agit pas de stations d'épuration, hein. L'acronyme pourrait porter à confusion. Il s'agit bien de stations de transfert d'énergie par pompage. C'est un système qui permet de stocker en quelque sorte l'énergie pour la libérer, l'énergie hydraulique, hein, pour la libérer dans les périodes de pointe, et ça permet notamment de répondre aux appels de puissance lorsqu'il y a des pics de consommation, et aussi de stocker les énergies renouvelables qui ne sont pas consommées dans la journée. Donc, c'est ce qui est prévu d'ailleurs, hein, à San Polo, hein, sur le barrage du défilé de l'INSEC, et dont les travaux devraient commencer sous peu, hein, le fameux projet de la tête de San Polo qui devrait pouvoir débuter sous peu. Donc, je reviens à cet article 33. Il vise à faciliter l'implantation de ce type de dispositif en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, donc dans toutes les zones interconnectées, sauf pour la Corse, hein, qui malheureusement, une fois de plus, a été oubliée dans cet article de loi. En fait, la simplification, pour faciliter cette installation, il est prévu de déroger au principe de construction en continuité prévu dans la loi littorale, hein. Donc, pour faciliter l'installation de ces STEP, souvent, il y a des contraintes foncières, bien sûr, et géographiques, et les règles de continuité de l'urbanisation qui sont prévues par la loi littorale. Donc, en gros, les installations d'énergie renouvelable ne peuvent se construire uniquement en continuité de l'urbanisation. Donc, très difficile de pouvoir le faire pour les communes qui sont soumises à la loi littorale, et vous savez qu'il y en a beaucoup en Corse, de construire des STEP en continuité de l'urbanisation, pour pas dire c'est quasiment mission impossible. Et donc, pour ce type d'installation très spécifique, hein, il n'y en a pas en Corse, on en aura peut-être une d'ici 2030, il est prévu de déroger à ces dispositions de la loi littorale, uniquement pour ce type d'installation. Donc, je le précise, c'est important de le préciser. Donc, l'article 33, il prévoit quand même la création d'un article spécifique pour la Corse, je vais vous le lire, hein. En Corse, par dérogation à l'article L121.8, c'est l'article de la loi littorale sur la construction en continuité, les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage et les raccordements correspondants peuvent être autorisés avec l'accord de l'autorité compétente de l'État après avis du Conseil des sites, qui est prévu au Code général des collectivités territoriales. Et bien sûr, hein, l'autorité administrative compétente de l'État ne peut être délivrée que si les constructions sont de nature
apporter atteinte à l'environnement. Donc, on est donc, nous, le Conseil exécutif propose donc un avis favorable hein, sur cet article de loi, l'article 33 de loi, mais souhaiterait toutefois, pour les mêmes motifs que je viens d'évoquer, hein, notamment l'atteinte des objectifs de la PPE en matière d'énergie, hein, puisqu'on prévoit 30 MW pour les STEP dans le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. On souhaiterait que cette disposition dérogatoire hein, s'applique également pour les communes régies par la montagne. Et donc, je voudrais proposer une modification en ce sens pour pouvoir déroger au principe de construction en continuité et de l'urbanisation pour les communes également en loi de montagne et pas uniquement pour les communes soumises à la loi littorale. En ce qui concerne l'article 32, il prévoit pour les SRADET, c'est-à-dire l'équivalent des PADUC pour les régions de droit commun, de fusionner les schémas régionaux des carrières de l'État, donc sous la compétence des préfets de région, de transférer cette compétence du schéma des carrières aux régions. C'est aux régions de faire ce schéma régional dans le cadre de leur document de planification régionale, les SRADET. La Corse a été oubliée, hein, c'était plutôt dans cet article 32 qu'elle a été oubliée, et pas dans l'article 33. Et donc, nous, on propose que, le Conseil exécutif propose que dans le cadre particulier de la Corse, le schéma régional des carrières soit intégré au PADUC, puisqu'on n'a pas de SRADET en Corse, le PADUC faisant office de schéma régional d'aménagement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cet avis sur donc, ce projet de loi. Je vous remercie. Bien, merci, Monsieur le Président. Donc, l'urgence a été votée. Il n'y a pas eu de commission, hein, pour le coup, c'est clair. Là, qu'est-ce qu'on fait? On doit voter ou c'est une prise d'acte? On doit voter, on doit donner un avis, d'accord, pour que l'exécutif puisse faire remonter nos propositions, notre amendement. Très bien. Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Donc, tout le monde est pour. Bien. Donc, on va pouvoir transmettre rapidement ces modifications d'articles 32 et 33 du projet de loi de simplification sur lequel il y a beaucoup de choses qui sont dites actuellement par l'ensemble des régions, de droit commun aussi, et surtout d'ailleurs. Voilà, donc nous en reparlerons en temps voulu. Bien, je crois que nous avons épuisé l'ordre du jour, sauf si l'exécutif a quelque chose à rajouter. Et s'il y a rien à rajouter, j'ai déjà assez parlé, Président. Allez-y, pardon? Non, je n'ai rien à rajouter, j'ai déjà beaucoup parlé. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Non plus. Donc, je vous remercie. Vous serez tenus au courant rapidement de la suite de nos travaux qui se sont arrêtés pour ce qui est de la session, mais qui devraient reprendre dans les jours qui viennent. Nous aurons une conférence des présidents la semaine prochaine. Je vais en informer les présidents dès demain. Et puis, nous aurons un nouveau planning de session, d'installation en fonction, évidemment, du dernier round d'élections, puisqu'il y aura les élections des maires en fin de semaine. Voilà. Encore merci à tous, merci aux services, merci aux secrétariats généraux, au cabinet, a ringraziarvi a tutti e a presto. Après. Buonasera. Merci. Après. A presto.